Vous écoutez Sounds Like Portraits, un podcast tout entier consacré à la créativité et à l'inspiration. Bienvenue, c'est Philippe Ingard. Dans cet épisode, Raphaël Preunat, expert indépendant aux Nations Unies à New York pour le désarmement et la non-prolifération des armes de destruction massive, parle de la manière de sortir d'une négociation bloquée. Toute ressemblance avec une situation de la vie courante n'est peut-être pas tout à fait fortuite. Et il raconte ce qui, toute sa vie, l'a inspiré. Toute ma vie, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais au service des gens. Je suis un individu qui a été désigné par un État, la France, comme étant un expert devant travailler pour les Nations Unies. Alors j'ai ce bénéfice qu'en tant qu'expert, je suis indépendant, je ne reçois aucune instruction de quelconque pays et je dois travailler pour une institution dont la vocation est gérer autant que faire se peut les relations entre les États, qui sont, je dois le dire, une population très particulière, qui ont leur sensibilité, leur verrou politique, leur vision des choses. Donc au fond, votre mission, elle concerne la paix. Comment se préparent les négociations sur des sujets qui sont si sensibles avec des gens si différents, et notamment culturellement? Le cadre des Nations Unies est un cadre ouvert à tous, et les États membres ont de nombreuses opportunités de se rencontrer pour dialoguer, pour discuter d'un sujet. Alors, il faut reconnaître que le dialogue est un mot qu'il faut prendre avec quelques pinces. Parce que le dialogue se fait à deux niveaux. Vous avez, je dirais, l'affirmation d'une position politique, qui est ce que l'État dit devant ses partenaires, publiquement. Et les États s'affrontent officiellement en prenant une position claire. Mais après, ces États savent parfaitement que la négociation est l'outil par lequel ils vont arriver à obtenir des concessions et à obtenir quelques résultats qui aillent dans le sens de ce qu'ils souhaitent. Et à ce moment-là, tout un ensemble d'options existent, des dialogues totalement personnels, la diplomatie de couloir, je dirais, c'est quelque chose qui est particulièrement essentiel. Les relations personnelles que l'on tisse avec les diplomates sont un autre outil. En fait, il existe tout un ensemble de moyens qui, là, ne sont pas forcément visibles, mais qui vont permettre aux États de dialoguer, de faire comprendre quelles sont leurs positions, et à ce moment, ils vont pouvoir effectivement proposer des options, négocier, et à ce moment-là, c'est tout l'art de la diplomatie, d'arriver à obtenir une situation favorable aux intérêts de chacun des parties. Comment est-ce qu'on fait pour sortir d'un blocage lorsqu'on négocie et que chacun est sur sa position? Pour sortir d'une situation de blocage, la seule solution, à mes yeux, qui marche le plus souvent, c'est d'arriver à faire changer la perspective que les différents partenaires autour de la table ont du problème. Tant que l'on reste dans la logique de vision de chacun des participants, on va vers la confrontation ou vers le problème de blocage. Tout l'art du diplomate, dès lors qu'il veut débloquer une situation, est d'amener son partenaire à changer sa vision sur sa propre évaluation de la situation. C'est-à-dire, si je comprends bien, de faire en sorte que chacun entre dans la logique de l'autre, dans la vision de l'autre. C'est un des aspects de la mécanique, mais vous devez aller au-delà, parce que vous pouvez comprendre quelle est la position de votre partenaire ou adversaire. Cela ne va pas vous amener à négocier. Vous devez changer complètement la perspective ou le caractère narratif du conflit pour apporter une sorte d'éclairage nouveau qui va permettre aux différents partenaires autour de la Terre de dire, à partir de ce moment-là, puisque nous sommes d'accord sur la situation que vous nous proposez, la manière de nous proposer de voir le problème, nous sommes tous d'accord autour de la table, à ce moment-là, les solutions vont se décliner de cette nouvelle perspective et à ce moment-là, vous allez obtenir des résultats. On prend un exemple. Je vais vous donner un exemple très historique, un grand classique. La négociation sur le désarmement entre les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique. En fait, les deux pays étaient engagés pendant la guerre froide et surtout dans la première partie de la guerre froide à une course vers l'armement pour diverses raisons. Et cette course semblait sans fin, sans plafond, sans rien. Les États étaient vraiment dans une partie de confrontation et l'armement nucléaire était vu comme, et pas uniquement l'armement nucléaire, tous les armements étaient vus comme étant nécessaires pour affirmer sa position. Et finalement, il a suffi que les diplomates
Certains d'ailleurs, de ces diplomates étaient influencés par certaines réflexions de penseurs américains ou de penseurs russes même également, sur la vision que l'on devait avoir de la maîtrise des armements. Et en changeant le dialogue, en disant, pensez aux conséquences si nous utilisions ces armes. Il faut qu'on limite la course vers l'extrême. On est entré dans une phase de dialogue de maîtrise de l'armement, ce qu'on appelle en anglais arms control. Et ça a ouvert à ce moment-là, ce dialogue sur l'arms control, des perspectives sur des plafonnements, sur certains désarmements. Et les partenaires ont accepté cette vision en disant on ne peut pas continuer comme ça dans un absolu, on va aller vers du n'importe quoi, on sera incapable de contrôler. Il faut retourner dans le contrôle, il faut retourner vers le dialogue, il faut maîtriser la situation. Je ne dis pas que la course avait été arrêtée, elle a changé de nature, elle était mieux contrôlée, et les partenaires ont compris que leur intérêt était bien d'arriver à se dialoguer. En fait, l'arms control a ouvert des perspectives de négociation dans d'autres domaines entre l'Ouest et l'Est. Par exemple ? Eh bien, lorsque les négociations de l'accord SALT et ABM entre les États-Unis et l'Union soviétique sont arrivées à terme, elles ont également ouvert les perspectives de négocier à Helsinki, dans le cadre de ce qu'on a appelé à l'époque la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, des discussions sur le respect des frontières, sur les droits de l'homme entre les différents partenaires. Donc ça a ouvert des champs de discussion qui n'étaient pas du tout envisagés lorsqu'on a commencé les dialogues sur l'arms control. L'arms control peut être parfois même un outil lorsqu'on a une situation de clivage entre deux partenaires ou deux entités. Eh bien, je ne peux pas dialoguer sur une question stratégique parce qu'on est en conflit sur telle ou telle région, sur tel ou tel pays. Eh bien, si nous négocions sur l'armement, si on limitait, on va peut-être trouver un espace d'air où on pourra discuter et en recréant les liens, on va recréer la capacité de dialogue. En fait, c'est là où nous allons entrer dans un débat qui est le cœur de notre dialogue aujourd'hui, c'est la créativité. Il faut être innovant, il faut être créatif. Si vous réfléchissez selon les carcans que l'on vous impose en termes politiques, en termes légaux, etc., vous allez rester coincé. Mais parfois, ces carcans ont aussi une certaine souplesse. Et si vous êtes capable de jouer de ces flexibilités, voire de vous externaliser de ces contraintes pour les voir d'une autre manière, pour leur donner d'autres perspectives, à ce moment-là, vous allez peut-être trouver votre troisième voie. Et c'est ça, la créativité, je dirais, du diplomate ou du stratège ou du politique, qui est de trouver le moyen de présenter une situation sous un nouveau jour avec de nouvelles options. Si on ne regarde pas sous cet angle-là, on ne les voit pas. En fait, nous vivons dans un monde d'ombre et de lumière, mais certaines zones d'ombre, si vous projetez de la lumière, elles vont prendre une autre dimension, elles vont peut-être élargir votre espace. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir proposer de nouvelles initiatives. Comment est-ce que vous cultivez cette capacité de créativité en vous, pour vous-même ? Eh bien, je dirais en étant un grand lecteur, j'écoute, je lis, je dialogue avec des gens. J'ai la chance de vivre ici à New York où je rencontre le monde entier. Et c'est par ce dialogue, ce contact, cette curiosité. La curiosité, c'est ce qui anime, c'est l'aiguillon qui va permettre d'animer les quelques neurones qu'il me reste encore et qui vont permettre de m'intéresser, de m'ouvrir et de comprendre ce qui m'entoure. Quand on évoque une situation bloquée, une négociation bloquée, c'est finalement un manque de créativité qui en est à l'origine. Non, vous êtes conduit à une situation par les événements souvent que vous n'avez pas contrôlés. Le problème, c'est lorsque vous y êtes arrivé, pour en sortir, c'est peut-être là où il y a un manque de créativité, parce que vous ne voyez pas. Mais il ne faut pas se tromper. Nous vivons dans un monde difficile. Les intérêts des États-nations ne convergent pas toujours. Et ce n'est pas un manque de créativité, c'est tout simplement parfois leurs objectifs sont clairement affichés et pour des raisons qui leur sont propres, au moment où cela se passe, ils ne veulent pas changer de position. À ce moment-là, ce n'est pas un manque de créativité, c'est juste un blocage politique ferme. Assumé comme tel. Assumé comme tel. Les États sont des grandes personnes, n'en doutez pas d'un seul instant. Ils sont parfaitement logiques avec eux-mêmes, et donc ils assument complètement leur position, même s'ils sont seuls, face à toutes. Il est arrivé, j'ai pu voir des réunions auxquelles un État pouvait être seul autour de la table, mais assumer pleinement sa position.
Par contre, sortir de la situation de blocage peut obliger et va obliger très certainement à créer, à être créatif pour proposer des options qui soient acceptables par tous les partenaires. Est-ce qu'il y a des différences culturelles qui sont des défis pour comprendre justement le point de vue de l'autre? Ici à New York, je dois avouer qu'un point qui est devenu essentiel, c'est de comprendre ce que dit l'autre. Mais vraiment, en termes littéral du terme, je dirais, c'est là où la subtilité de la traduction doit être absolument, je dirais, le plus précis possible, parce qu'il faut pouvoir comprendre très exactement les degrés de subtilité dans le dialogue de l'autre. Est-ce que c'est toujours possible? Ce n'est pas toujours possible. On doit faire très attention, on doit être très attentif à tout ce qui est dit. Je crois que c'est la grande force des diplomates d'être des gens avec une très très grande capacité d'écoute. Je crois que c'est même la principale priorité et qualité d'un diplomate, c'est avoir une grande capacité d'écoute. Comprendre ce que dit l'autre, le traduire pour pouvoir le traduire ensuite à ses propres autorités, pour pouvoir ensuite proposer à ces autorités des options. Donc la capacité d'écoute, c'est fondamental. Ensuite, la capacité de se faire comprendre, ça en est une autre. Et c'est des dimensions dans lesquelles, justement, il faut aussi être créatif. Cette prise de conscience du malentendu toujours possible, d'une langue à une autre, d'une culture à une autre, est-ce que c'est quelque chose qui vous a donné un certain recul par rapport à votre propre culture et votre propre langue? Bien sûr. Venir ici m'a permis de constater que le français, qui est une langue formidable, finalement, parfois, manque de subtilité. Donc, ça m'a permis de me rendre compte, finalement, de certaines limites de ma propre capacité d'expression. Mais est-ce que ce sont des limites du français ou des limites relatives au locuteur? Non, c'est une limite liée à certains concepts même que certains mots véhiculent, que nous aurons du mal à traduire exactement en français. Lorsque vous parlez avec des Chinois, vous parlez avec des Coréens, si vous parlez avec leur langue nationale, vous pouvez avoir des degrés de subtilité dans un mot, juste dans l'intonation, qui va vous faire comprendre jusqu'à quel degré vous êtes dans le non ou dans le oui, dans l'acceptable ou l'inacceptable. Vous avez des degrés d'acceptabilité. Dans certaines cultures, on peut plus ou moins accepter quelque chose à un certain degré, avec un seul mot. Tout dépend comment il sera prononcé. Et c'est là où il faut vraiment écouter pour savoir ce qui est dit. Donc certains mots, certains concepts, c'est là où d'ailleurs, concept rythme avec culture, rythme avec civilisation. Nous ne vivons pas dans le même... Le monde n'est pas occidental. Le monde est pluriculturel, plurinational, pluricivilisationnel. Et nous devons comprendre les différents concepts que ces différentes cultures véhiculent pour pouvoir mieux dialoguer avec elles. On prend un exemple de ces petits quelque chose dans la prononciation des mots qui peuvent faire basculer une négociation vers une acceptation peut-être un peu plus grande. Je peux vous donner l'exemple d'une réunion à laquelle j'ai assisté où les représentants de pays plutôt occidentaux véhiculaient sur un certain projet une idée particulière et où il y avait un blocage de la part d'autres participants d'autres régions du monde. Et finalement, la situation s'est débloquée quand un représentant d'un pays asiatique a juste prononcé quelques mots en disant « Mais si je vous comprends bien, vous êtes en train de me dire que… » en expliquant comment il commençait à réexpliquer avec sa vision ce qu'il venait d'entendre. Alors que ce n'était pas exactement ce que tout le monde avait compris, mais avec un petit changement de ton dans sa phrase. À un moment donné, il y a un mot qui était et le traducteur a mis 2 secondes à essayer de… Et là, on a compris qu'on avait passé quelque chose parce qu'on venait de changer la perspective du sujet, du problème et une compréhension. Et là, tout d'un coup, on a réouvert le dialogue, mais en donnant une nouvelle perspective. Et là, à ce moment-là, les portes se sont ouvertes, les verrous ont été débloqués et le dialogue a pu être restauré, alors que pendant 2 heures, c'était auparavant, je dirais presque les couteaux, les poignards, je plaisante, mais c'était très dur. Et après, ça a devenu, on avait passé le pic. Et quelqu'un avait donné le là en disant, maintenant, il faut passer au-delà de cette période de crise. Et il suffit tout simplement de dire, si je vous comprends bien, vous venez de dire ça. Ce n'était pas exactement parce que le traducteur a dû comprendre le sens du mot qui était utilisé par l'interlocuteur asiatique. Et là, on a compris, il y a une petite fenêtre là.
Ça montre aussi que la négociation, c'est une affaire de traducteurs, dans tous les sens. À la fois des traducteurs qui font la traduction d'une langue à une autre, mais aussi des négociateurs eux-mêmes qui doivent traduire un concept d'une langue à une autre. Tout à fait. Je ne sais pas si on n'a jamais fait des statistiques sur les erreurs de traduction et leurs conséquences. Je ne sais pas non plus si on a fait des statistiques sur la qualité des traductions qui ont pu amener à déboucler une situation difficile. Mais je peux vous dire une chose, c'est que le fait de maîtriser une langue étrangère, si vous dialoguez avec votre interlocuteur dans sa langue, et si vous êtes particulièrement doué dans sa langue, vous allez vous faire comprendre à un degré qui est inatteignable lorsque vous passez par un interlocuteur tiers. Quelle est la première chose que vous regardez chez des interlocuteurs que vous ne connaissez pas et avec lesquels vous allez entrer en négociation? Je dirais que l'un des points que je regarde en particulier, c'est les yeux. Si vous observez une personne par ses yeux, vous le regardez et vous allez tout de suite voir si la personne, certaines qualités de la personne, vous allez ressentir quelque chose. On ne peut pas dire qu'on voit les qualités de la personne, mais on ressent quelque chose. Mais je reconnais que vivre dans un monde entouré de diplomates, c'est un monde plein de charme, je dirais. Les diplomates sont des charmeurs, ce sont des gens qui ont des qualités humaines redoutables. S'ils veulent, ils peuvent vous plaire au premier coup d'œil. C'est d'ailleurs, en fait, ça fait partie de leur métier. Il ne faut pas ne plus se le cacher. Alors ça, c'est à propos des mots qu'on échange, qu'on écoute. Dans une négociation, il y a aussi des gens autour d'une table et donc un certain langage corporel. Est-ce que c'est quelque chose qui compte pour vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte? Je suis obligé d'en prendre en compte. On sent quand quelqu'un n'est pas satisfait. Le regard, un mouvement de la tête, certains comportements physiques, vous sentez tout de suite quel est l'effet que ce que vous êtes en train de dire fait sur votre auditoire. À ce moment-là, vous devez en prendre en compte. Vous savez, les diplomates, je pense, quelque part, pourraient être de redoutables joueurs de poker. Et depuis que je travaille ici aux Nations Unies, je me rends compte qu'il faut toujours être attentif aux détails. Un regard, une crispation des doigts, tout peut servir comme indicateur que finalement vous êtes peut-être sur un chemin que vous n'avez pas imaginé dans l'esprit de l'autre personne. Il faut toujours faire attention et observer ces éléments pour être sûr que vous ne souhaitez pas provoquer une réaction qui n'était pas celle que vous aviez envisagée. Moi, j'ai la chance de travailler quand même sur un sujet qui est assez coopératif. C'est la non-prolifération des armes de destruction massive. Je dois surtout éviter de faire des impairs, je dirais. Il s'agit de prévenir que des acteurs non étatiques, c'est-à-dire des individus, des entités, des groupes terroristes, des groupes criminels, des trafiquants, accèdent à des matières ou à des armes de destruction massive, à des matières qui peuvent aider à les produire, à des technologies sensibles. Et donc, je dirais que dans le domaine sur lequel je travaille, il y a un certain consensus des États. C'est un sujet sur lequel il n'y a pas de discussion entre eux. Le danger est perçu à des degrés peut-être pas similaires, je dirais, mais tout le monde est d'accord pour considérer qu'il s'agit d'un risque majeur qu'il faut prendre en compte et qu'il faut gérer le plus tôt possible. Donc, je dirais qu'autour de la table, lorsque je viens faire mes rapports auprès du comité pour lequel je travaille, ou lorsque je me rends dans des États, j'ai un auditoire qui est gagné à ma cause. Ça, c'est pour la façade, parce que tous les États, évidemment, se déclarent contre la dissémination des armes de destruction massive. Derrière cette façade, il y en a peut-être qui agissent autrement, et c'est aussi de ça dont vous avez à vous occuper. Alors, dans mon domaine, je vais mettre un bémol sur ce que vous venez de dire, parce que je travaille sur les acteurs non étatiques, c'est-à-dire ce ne sont pas les États. Moi, je me préoccupe d'entités terroristes, de trafiquants, de réseaux criminels, donc de gens qui travaillent en dehors de tout contrôle des États. La plus grande crainte de la communauté internationale, c'est qu'un jour, qu'un groupe terroriste puisse accéder à une arme nucléaire et l'utilise pour un attentat, ou des armes biologiques. Voilà. Donc, il y a une vraie préoccupation de la communauté internationale. Maintenant, sur d'autres aspects de la prolifération qui touchent peut-être des États, je sors de mon mandat. Qu'en est-il du silence? Quel est votre rapport au silence dans une négociation? Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous le redoutez? Est-ce que vous cherchez à interpréter celui des autres? Comment est-ce que vous voyez ça?
Le silence est un élément de la négociation. C'est un des outils. Je parle ou je me tais. Le silence, eh bien, c'est l'autre façade de la pièce, je dirais, de la négociation. Vous parlez, c'est un aspect. Vous taisez, c'est un autre aspect. Le silence, on doit en prendre en compte, on doit l'observer. Il veut dire des tas de choses. En fonction du moment où le silence apparaît, il a une certaine signification. Et c'est à ce moment-là qu'il faut l'écouter avec attention. Mais est-ce qu'on apprend cette valeur du silence? Est-ce que ça s'apprend quelque part? Où est-ce que vous avez appris cette valeur du silence? Le jour où je me suis rendu compte que je parlais beaucoup. Le silence, là, s'apprend. Il faut savoir parfois qu'il faut se taire pour pouvoir mieux se faire écouter. Les diplomates connaissent la valeur du silence, ils savent l'utiliser. Les hommes politiques savent l'utiliser, les stratèges savent utiliser le silence comme étant un moyen de se faire comprendre sur certaines choses. Et j'ai voulu dans un milieu dans lequel parfois il y a beaucoup de silence volontaire. Je travaille dans un milieu où vous pouvez imaginer beaucoup d'informations peuvent être de nature très sensible. Donc l'information ne doit pas circuler. Donc le silence, parfois, veut aussi dire que l'on ne veut pas discuter de certains sujets parce qu'on les considère trop sensibles et on le discutera peut-être en dehors, dans d'autres forats, dans d'autres périmètres. Donc le silence a des tas de significations et il faut savoir le traduire. Là, je ne suis pas sûr qu'il y ait des interprètes du silence, mais nous devons devenir des interprètes du silence. Que devient une négociation ratée? Elle vous l'apporte à une négociation réussie. Si une négociation est ratée, vous allez vers des impasses. Et aussi longtemps que vous resterez dans l'impasse, vous aurez un besoin de réouvrir les négociations. Donc une négociation ratée n'est qu'une négociation qui n'a pas une négociation réussie. Parfois, on peut se douter de la valeur des Nations Unies. Parfois, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que les Nations Unies? Mais les Nations Unies, il y a des choses qui sont supérieures à elles-mêmes. Finalement, la Charte des Nations Unies contient dans ce texte les aspirations les plus positives, je crois, de la communauté internationale. Et finalement, les Nations Unies sont quelque part l'esclave de leur propre image, parce que le monde voit les Nations Unies avec une dimension qui est largement supérieure à la simple institution en termes de structure politique. Il y a un espoir véhiculé par les Nations Unies qui est supérieur, je dirais, à la simple mécanique intergouvernementale. Je vais sortir de cette pièce, garder le micro et ajouter ce que vous voulez à l'entretien. Je crois que le travail ici aux Nations Unies m'a fourni la capacité de mieux comprendre les autres. Mais surtout, ce que le travail aux Nations Unies m'a fourni, c'est de rencontrer les gens. Et l'être humain est la matière première, la matière essentielle de tout le travail ici aux Nations Unies. Ce facteur humain qui est difficilement quantifiable, mais c'est l'élément capital qu'il faut toujours prendre en compte pour arriver finalement à sortir de situations difficiles. Merci Raphaël Prenat pour ces mots, j'espère qu'ils vous inspirent comme ils m'inspirent moi-même. Musique Charmeuse de Serpent, composée et dirigée par Olivier Glisson. C'était Sounds Like Portraits, Philippe Ingard, à bientôt.